Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Être enceinte, c'est attendre un tout petit. C'est aussi construire son nid, mais c'est surtout commencer un projet de vie. Coralie a choisi d'accoucher physiologiquement le jour où elle est tombée enceinte. Pour mener à bien ce projet d'accueillir son fils dans les plus belles conditions, elle se tournera vers une salle nature. Elle sera suivie à l'hôpital par la même sage-femme durant toute sa grossesse, ainsi que par une sage-femme libérale aptonome. L'aptonomie permettra à Coralie et son conjoint de créer un lien profond avec leur bébé dès le 2e trimestre. Déterminée, Coralie s'abreuvera d'un maximum d'outils pour se sentir prête. Elle sortira de ce parcours pleine de confiance en elle et son bébé. Le jour de l'accouchement, les contractions trop fortes commencent à provoquer des chutes du rythme cardiaque chez son fils. Des mesures vont être prises pour redonner de la force à Coralie et son bébé. C'est dans cette tornade de douceur et d'intensité qu'elle attrapera son bébé pour le rencontrer enfin. Aujourd'hui, Coralie nous raconte son histoire. Bonjour Coralie. Bonjour Capucina. Bonjour Coralie et bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté à toi de témoigner à nos côtés aujourd'hui. Je précise pour qu'on comprenne un peu mieux certains passages peut-être de ton récit que du coup t'es ma belle-sœur et que je suis particulièrement honorée que tu sois avec nous aujourd'hui. En ce mois de juin, du coup, on a choisi d'inviter des personnes qui ont eu un parcours physiologique pour leur accouchement, mais dans des lieux autres que les maisons de naissance. Et du coup, on a fait ce choix parce que ça nous tient à cœur, Julie et à moi, avant même finalement la question des accouchements en maison de naissance. C'est que chaque femme ait le choix de son lieu d'accouchement, ou au moins que chacune soit informée de toutes les possibilités. Donc voilà pourquoi on a choisi de faire ce sujet ce mois-ci. Donc on est très contente de recueillir toute ton expérience. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Coralie, j'ai 32 ans, j'habite dans le Tarn, je suis infirmière et je suis l'heureuse maman d'un petit garçon, Noé, qui va avoir 1 an en juillet. Je suis avec son papa depuis 7 ans maintenant et voilà, nous formons une petite famille heureuse depuis 1 an maintenant. Avec le chien. Et avec le chien, oui, pardon. J'ai oublié Happy, mon chien, et mes 2 chats, Pistache et Plume. Oui, à la maison, c'est très vivant, on va dire. Est-ce que tu peux nous préciser dans quel lieu tu as choisi d'accoucher ? J'ai accouché dans une maternité, dans un hôpital, et j'ai accouché dans une salle nature. D'accord. Et avant de parler un peu plus de tout ça, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est une salle nature ? Donc pour moi, une salle nature, c'est une salle qui est la moins médicalisée possible pour pouvoir accoucher de manière le plus physiologique. J'avais vraiment envie d'avoir à disposition un bain pour gérer les contractions parce que je ne savais pas ce que c'était et d'autres ressources comme les ballons, de quoi se suspendre, mais tout en restant dans un milieu médicalisé quand même. Ça marche. Merci pour ta présentation et cette définition. Maintenant, avec Julie, on va aborder tout le suivi dont tu as bénéficié dans ce contexte. Et donc pour commencer, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de tes projets de vie ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ton histoire ? Ou au contraire, ça t'est venu avec le temps par rapport à des choses que tu as pu entendre, que tu as pu lire ou des expériences qu'on a pu te partager ? Alors, à la base, l'accouchement physiologique, c'est venu au moment où j'ai voulu devenir mère. Jusqu'à présent, je ne m'en étais pas du tout posé la question. Pour moi, on accouchait, c'était, j'allais à l'hôpital, j'avais la péridurale, et puis j'accouchais, et mon bébé était là. Et durant le processus de maternité, de la grossesse, je me suis posé des questions et je me suis tournée vers un accouchement physiologique pour pouvoir surtout être maître de moi, sentir ce corps, la puissance de la femme et surtout sentir mon enfant naître. Ça marche. Et comment t'as connu cette salle nature ?
en demandant à ma sage-femme qui me suivait à l'hôpital, savoir quelles étaient mes possibilités, sachant que j'avais comme projet d'accoucher de manière la plus physiologique possible. Et elle m'a parlé de la salle nature qui était disponible dans cette maternité-là. D'accord. Ta sage-femme t'a parlé de cette salle nature, mais est-ce que tu as eu l'occasion de la visiter, ou en tout cas, avant de la visiter, quelle était l'image que tu te faisais concrètement de ce type de lieu? Alors j'ai pas eu la possibilité de la visiter. Après sur le site internet de l'hôpital, c'était assez clair, c'était noté, il y avait des photos, puis ma sage-femme l'avait décrite. Et puis concernant l'image que j'aurais pu m'en faire, franchement je m'étais pas posé toutes ces questions. Pour moi, il y avait un espace dédié où je pouvais prendre un bain, où c'était le moins médicalisé possible. Donc je m'étais pas plus fait que ça je me l'étais pas vraiment représenté en fait avant. Oui, et puis de toute façon, si tu dis que sur le site internet, il y avait un maximum d'informations, finalement ça concrétise aussi la chose avant même de pouvoir se l'imaginer. Et quand tu as parlé de ce projet à ton compagnon, comment il a reçu cette idée d'aller accoucher en salle nature? Lui, il m'a suivi dans mes envies en fait. Oh, c'est chouette. Ouais. Tu parlais tout à l'heure donc que tu as été suivie par une sage-femme de l'hôpital. Est-ce qu'en parallèle, tu as eu d'autres sages-femmes, peut-être en libéral ou pas, ou est-ce que vraiment tu as eu que ce suivi à l'hôpital? Alors j'ai eu un suivi, toute ma prépa de la préparation à la naissance, ça a été fait par une sage-femme spécialisée en autonomie. Et en parallèle, j'avais mon suivi médical par la sage-femme de l'hôpital. Ok. Et est-ce que tu te souviens des premières impressions que tu as eues, peut-être à la première rencontre, ou en tout cas lors du premier rendez-vous de consultation, avec cette sage-femme de l'hôpital de la maternité? Ah oui, alors à la base, ça devait pas être elle qui devait me recevoir. Et lorsque j'ai eu mon premier rendez-vous avec elle, c'était super parce que elle a une personnalité très joviale, très sympathique, et donc tout mon parcours à l'hôpital avec elle s'est fait vraiment de manière très zen et très familiale presque. T'as toujours eu la même sage-femme tout au long de ton suivi? Oui. Bon, ça c'est une chance, c'est bien. Oui. Est-ce que c'était une sage-femme que tu avais déjà rencontrée? Peut-être qui faisait habituellement ton suivi gynécologique, ou est-ce que c'était vraiment la première rencontre? C'était la première rencontre. Ok. Ouais. Et maintenant, on aimerait bien savoir comment se sont passées les visites de consultation. Donc, tu as eu la chance d'avoir tout le temps la même sage-femme tout au long de ta grossesse. Alors, hormis les préparations, on sait que mensuellement, il y a des consultations médicales pour mesurer la hauteur utérine ou quoi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces consultations, approximativement la durée qu'elles avaient? Est-ce que ton conjoint était présent ou non? Et s'il y avait des actes médicaux, quels étaient-ils? Alors, mon conjoint pouvait être présent à chaque consultation. Quand il était disponible, il venait. Alors après, il faut savoir que j'avais un suivi gynéco aussi, pour tout ce qui était échographie. Donc la sage-femme, c'était plus pour le contrôle médical. L'analyse d'urine, la tension, le col. Et donc moi, à chaque fois que j'avais mon rendez-vous avec cette sage-femme, comme je disais, elle écoutait le cœur. Elle ne mesurait pas le toucher vaginal, c'était pas systématique. La bandelette urinette, c'était pas systématique, vu que je n'avais pas de signes cliniques au fur et à mesure de la grossesse, signes de prééclampsie, enfin tout ce qui peut inquiéter les sages-femmes. Vraiment, c'était un suivi, plus un entretien, un échange sur comment je vivais ma grossesse et à côté de ça, voilà, faire écouter les battements du cœur, mesurer le ventre, mais sans à chaque fois, c'était pas systématique, des actes invasifs, on va dire. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as rencontré des peurs particulières ou des angoisses pendant ta grossesse que tu aurais pu éventuellement lui partager, vu que tu dis que c'était justement des entretiens aussi pour savoir un petit peu comment tu vivais tout ce oui, moment tout de la à grossesse? fait. Mais il faut savoir que quand je suis tombée enceinte de Noé, l'année d'avant, j'avais perdu un bébé à 17 semaines d'aménorrhée. Donc forcément, un début de grossesse difficile, avec toutes les questions qu'on peut se poser. Donc ma sage-femme a été très présente et dans l'empathie, dans l'accompagnement, chose que je n'ai pas forcément retrouvée du côté médical concernant les gynécologues. C'est vrai que cette sage-femme, elle m'a écoutée. Elle m'a arrêtée assez relativement tôt quand même parce que j'avais des contractions très rapidement dans ma grossesse, et donc elle a pu me mettre en confiance aussi avec elle et aussi dans ma grossesse en par exemple organisant une échographie de contrôle en plus,
Voilà, elle a su me rassurer en fait tout au long de ma grossesse et c'était pas une mince affaire. Donc non, vraiment, je suis très reconnaissante de son suivi. C'est une chance et c'est chouette parce que j'imagine que ça a participé au fait que tu puisses aller jusqu'au bout de ton projet. Ah mais clairement, oui, oui, entre ma sage-femme de l'hôpital et ma sage-femme avec qui j'ai pratiqué l'autonomie, ça m'a permis de plus me projeter dans cette grossesse, parce que j'avais du mal à m'investir au départ, et à justement me renseigner sur mon accouchement, comment je voulais le vivre, comment je voulais être maîtresse en fait de ce moment pour donner la vie. Et ça m'a rassurée en fait. Et donc, je me suis ensuite documentée, je me suis posé plein de questions, et après c'était parti. Mais il a fallu un certain temps quand même. Oui, mais je pense que c'est normal. Enfin, en tout cas, quand on a vécu quelque chose de difficile, c'est normal. Et tu viens de refaire écho à la sage-femme avec qui tu as fait les séances de préparation à la naissance avec un accompagnement en autonomie. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce suivi parallèle que tu as eu, sans rentrer forcément dans le détail de toutes les séances, mais qu'est-ce qu'elle a pu apporter et compléter, sans doute, de l'accompagnement que tu as eu à la maternité? Alors pour moi, c'était vraiment deux choses parallèles. Parce que les séances d'autonomie avec cette sage-femme, ça a été incroyable. Parce que cette pratique, je pense qu'il faut vraiment le faire pour comprendre en fait. De rentrer en relation comme ça avec son bébé alors qu'on est à 4-5 mois de grossesse, enfin on le sent même pas bouger, son enfant, on ne sent pas ses petits coups de main, ses petits coups de pied, mais grâce à l'autonomie, on est arrivé juste par le toucher à rentrer en contact avec lui et à le faire bouger avec le papa. Il faut savoir que l'autonomie, c'est une séance qui se fait avec le papa, la maman et le bébé. Et cette sage-femme, ça a été incroyable, c'était des séances hors du temps, je sais pas quoi dire de plus. Une prochaine grossesse, ça sera pareil, je referai la même expérience. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment c'est quelque chose de complètement, c'est parallèle. Il y a cette expérience autonomique et l'expérience avec ma sage-femme à l'hôpital qui était plus médicalisée, on va dire, et plus sur l'accompagnement. Alors que là, l'autonomie, c'était vraiment là, je rentrais en relation avec mon bébé, quoi. Et du coup, une fois que tu avais eu ces deux accompagnements qui t'ont rassuré, qui t'ont porté, qui t'ont amené à te connecter à ton bébé avec ton conjoint, etc. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir tous les outils nécessaires pour vivre le jour J? Alors l'autonomie, ça m'a bien sûr servi, parce que c'est une pratique pour l'accouchement physiologique, l'autonomie aussi, c'est de guider son bébé et de lui faire confiance. À côté de ça, quand même, j'ai préféré me renseigner aussi sur d'autres pratiques, notamment sur l'hypnose, sur les mantras. J'ai consulté des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai acheté un pack de préparation avec des séances d'hypnose. J'ai essayé d'avoir le maximum de possibilités avec moi pour le jour J, en fait. Et ça t'a suffi pour arriver confiante? Disons qu'en fait, moi, je voulais un accouchement physiologique, mais après, j'étais pas du tout contre en fait d'avoir des actes médicaux si nécessaire. Donc, j'étais préparée. Je voulais être le mieux préparée pour un accouchement physio. Mais si jamais ça devait mal se passer, j'étais pas contre une péridurale, j'étais pas contre, que mon accouchement soit médicalisé. Donc, franchement, quand je suis arrivée à l'accouchement, ouais, je me suis dit, j'ai tout un tas de choses. Moi, j'ai mon compagnon, j'ai mon bébé, et puis ça va aller, quoi. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des peurs durant la grossesse. Et pour ce qui est de ton accouchement, est-ce que tu avais des peurs particulières qui t'avaient travaillé vis-à-vis de ce moment? Alors oui, bien sûr. Premièrement, avec tout ce qui est lié à la fin de grossesse, j'avais peur. C'est entre guillemets quand même. J'avais peur d'avoir un accouchement prématuré, d'avoir une prééclampsie, d'avoir tout un tas de choses liées à la grossesse, à la fin de grossesse. Donc des risques pour mon bébé. Pour l'accouchement, ensuite, j'avais peur pour moi de l'hémorragie d'adhérence, de mourir, et j'avais peur bien sûr de perdre mon bébé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de aussi quand même, malgré l'envie d'avoir un accouchement physiologique, d'être dans un milieu médicalisé. Parce que j'étais pas assez sereine pour pouvoir ne pas le faire en milieu médicalisé. Ouais.
Et je me demandais si ton métier avait pu influencer ces peurs, tu penses, ou pas forcément. Est-ce que tu as vu des choses ou eu plus de récits peut-être particuliers au-delà de ce que tu avais vécu, hein, quand tu parlais de préclampsie, toutes ces choses. Oui. Alors je pense que mon métier, quand on connaît les risques, il fait énormément. Ouais. Ah oui. T'as eu l'occasion de faire des stages en maternité ou pas forcément? Alors quand j'étais étudiante, oui, mais bon, ça c'était, j'avais vu un accouchement par voie basse, j'avais vu une césarienne, mais bon, c'était pas, enfin voilà, c'était la première fois. Ensuite, j'ai jamais travaillé en maternité, jamais travaillé, mais je suis quand même au courant des risques. Je préférais être de pas non plus sortir trop de ma zone de confort, quoi, entre guillemets. C'est le mieux. Pour un accouchement. C'est le mieux pour un accouchement en général. Faut mieux être serein. Donc tu parlais de tes sages-femmes qui t'avaient accompagné de manière globalement complémentaire. Comment elles t'ont aidé notamment à peut-être passer ces peurs-là de l'accouchement? Alors j'avoue que je leur ai pas forcément parlé. Ouais. J'ai gardé ces peurs pour moi. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est les risques d'un accouchement, donc ça peut arriver, et c'est des choses qu'on choisit pas, et la peur, elle y est, mais on choisit pas qu'est-ce qui peut se passer, donc je leur en ai pas parlé, en fait. Donc elles ont pas pu m'accompagner là-dessus. Ok, ça marche. Maintenant que tu t'étais bien préparée, puisque tu avais préparé plusieurs outils, mantra, hypnose, maintenant que tu étais super prête pour le jour J, est-ce que tu nous raconterais comment ça s'est passé? Oui. Bien sûr. Il faut savoir que Noé était attendu le 27 juin. 27 juin, toujours rien. Donc je me présente à la maternité pour faire une écho et pour voir si tout va bien. Il n'y a rien de particulier, j'étais pas prêt. Donc on me dit, on se revoit dans 2 jours. Ou alors, parce qu'il faut savoir que la maternité, si on n'a pas accouché à J4 du terme, donc 4 jours après, on déclenche. Fin de déclenchement. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas très physiologique en général. Pas du tout même, mais bon. Donc ce jour-là, on me dit, le J4, en gros, il tombe un samedi et des femmes étaient prévues le week-end. Donc on me propose de me déclencher à J2. Donc je refuse, bien sûr. Quand je reviens à J2, on refait les examens et toujours rien. Je ne voulais pas sortir. Donc là, on me repropose de manière un peu plus soutenue de me déclencher le lendemain. Moi, j'imagine pour des raisons de service, etc. Je refuse. Et je me dis, tant pis, soit il va venir tout seul et il va vouloir venir, soit à J4, je me présenterai à la maternité pour un déclenchement. Donc le vendredi, avec mon compagnon, on a fait pas mal de choses. Le resto, on a déménagé des meubles, enfin bon bref, je fait les vitres, on fait les vitres, on a fait l'amour, on a tout essayé. L'acupuncture j'avais fait, bon bref, tout essayé. Et le soir on se fait un resto, on rentre à la maison à pied, je vais me doucher, Paul met un pied au lit, et il faut savoir que j'avais des contractions. Mais depuis plusieurs temps déjà, mais rien de douloureux. Là, je me dis quand même, les contractions, elles sont de plus en plus rapprochées, mais elles sont pas très douloureuses. Je commence à mettre le chronomètre, toutes les minutes 30 quand même, je me dis... ça commence à être un peu rapproché. Donc je dis, Paul, je fais ce que tu viens, parce que là, à mon avis, on est bon, c'est parti. Donc effectivement, la nuit commence à passer, et puis les contractions deviennent de plus en plus douloureuses. Donc je reste chez moi au maximum. Donc là, avec le ballon, à essayer de me relaxer, avoir bien la bouche bien ouverte. Voilà, être dans le noir. Paul, mon compagnon, très très soutenant, à m'apporter si je voulais boire, si je voulais manger. Et fin de nuit, 6h30, 7h, entre-temps, bien sûr, on a appelé la maternité pour leur expliquer. Je dis, là, il faut qu'on y aille, quoi. Ça commence à être difficile pour moi. Donc on part en voiture. Alors il faut savoir que j'étais à 4 pattes sur le siège passager. J'arrivais pas à trouver notre position. On arrive à la maternité. La sage-femme m'examine. J'ai un col ouvert à 3. Donc c'était 7h du mat, un truc comme ça. Donc bon, pas très avancé dans le travail, un peu quand même, mais pas très avancé depuis minuit. Et donc on nous installe, alors j'avais prévu un projet de naissance, ma sage-femme de l'hôpital l'avait faxé dans mon dossier informatisé, donc les sages-femmes étaient au courant, je l'avais aussi en papier, donc tout le monde était au courant de mon projet de naissance. Et là on me met dans une salle de préparation, mais c'était pas la salle nature, c'était une salle classique. On me propose le ballon, je me garde le ballon, je fais du ballon et je continue à avoir ces contractions. Et pourquoi on ne te propose pas la salle nature? Pas pour le moment, non.
Au départ, on me l'a pas proposé. Non, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un, quoi, par exemple. Je ne sais pas. Ouais. Ok. Et c'est qu'ensuite, en fait, donc là, il y a un changement d'équipe. Et c'est ensuite le sage-femme qui va m'accoucher, qui va s'occuper de moi, qui me refait un contrôle, parce que mes contractions étaient de moins en moins rapprochées. Ça commençait à, voilà, le travail stagner. Donc je sais plus, je crois que c'était 9h ou 10h, un truc comme ça, j'étais toujours à 3. Donc on me propose d'aller prendre un bain. Donc je vais prendre un bain pour essayer de me relaxer et pour voilà, faire remonter l'ocytocine et tout ça, enfin je sais pas, refaire repartir un petit peu ces contractions. Et donc là, dans le bain, je suis dans la salle nature. Okay. Je dois y rester peut-être 1 heure dans ce bain, dans cette salle nature. Et puis au bout d'1 heure, je ressors et là, on me réinstalle et le sage-femme de nouveau me fait un contrôle. Et c'était, je pense, midi, quelque chose comme ça, ou 11h, 11h30, midi. Parce qu'entre-temps, quand même, entre 7h et midi, le temps que j'ai le bain, etc., on m'a proposé de me faire percer la poche des os pour faire accélérer le travail. J'ai refusé une première fois. Et à midi, bon, là, j'ai accepté. Donc, on perce la poche des os. Ça, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Ouais. Mais pas impressionnant, pas l'acte, mais de sentir tout ce liquide amniotique qui coulait. Et ensuite, vu qu'il y avait beaucoup de monde à l'hôpital, à la maternité, le week-end, et que le travail s'annonçait long, on me propose de partir à la maternité, en chambre à maternité, le temps que ça avance. Ok. Pour pouvoir libérer les chambres, en fait. Il y a qu'une seule salle nature, ouais. C'est ça? Ah oui. C'est quoi la différence entre les chambres dans lesquelles on vient de te mettre au départ et celles où tu dis les chambres de préparation? En fait, il y a donc les urgences obstétricales, c'est là où on vient pour accoucher, quoi. Où il y a les salles d'accouchement avec la salle nature. Et après, il y a la maternité, où là, normalement, on arrive avec son bébé en maternité. Ouais. Et vu que là, c'était le bazar, et qu'il fallait libérer des chambres de naissance pour pouvoir accueillir des femmes qui allaient mettre au monde de leur bébé, et que moi, c'était pas encore le cas, j'avais des heures encore à passer, du coup, on m'a transféré en maternité pour que je gère mes contractions et tout ça en maternité. Ok. Donc, j'ai pas avec pu... des femmes qui ont déjà leur bébé dans les chambres à côté. D'accord, que tu peux entendre notamment aussi. Oui. Surtout qu'ils peuvent t'entendre. Oui, aussi. Donc, on me perce la poche des os. En attendant, bien sûr, de tout ce temps-là, entre le bain, j'ai marché, je fais du ballon. Mais ça avançait pas le travail, donc il me perce la poche des os. Et là, je pars en maternité. Et là, ça commence à être ingérable, en fait. Depuis qu'il m'a percé la poche des os, j'ai des contractions très douloureuses, mais dans les fesses. Ouais. Il faut savoir qu'à l'hôpital, c'est des touchés du col et un monito toutes les 2 heures. Okay. Et donc moi, à partir du moment où il m'a percé la poche des os, il fallait que je le revoie qu'à 14h. Ok. Et tu peux appeler entre-temps ? Ouais. Et moi là, ça a commencé à devenir très compliqué à partir du moment où la poche des os a été percée. J'avais des contractions très très douloureuses dans les fesses. Donc en chambre de maternité, ça devenait de plus en plus intolérable. Donc on essaie de gérer avec Paul en chambre de maternité. Et puis là, je dis, il faut que t'appelles, là, c'est trop douloureux. Il faut que je voie le sage-femme là maintenant. Il faut qu'on fasse un point. C'est pas possible. Donc là, ça y est, je commençais à connaître les vraies contractions très très douloureuses où on perd pied. Donc on me retransfère au bloc obstétrical pour là où on accouche. J'y vais en marchant. Ça a été le trajet, je crois, le plus long de toute ma vie. J'imagine. Qu'est-ce que je marche et je cours. Donc on redescend dans cette salle d'accouchement et il me fait le monito et le toucher du col. Ça s'est un petit peu excité dans la chambre. La gynéco est arrivée. Mon fils faisait des bradycardies sur les contractions. Des énormes contractions. Et en plus de ça, quand il a contrôlé au niveau du col, il a senti que les oreilles, il était pas dans la bonne position en fait. Au lieu de regarder vers le bas, il regardait vers le haut. Donc en fait, pour lui, quand ma contraction arrivait, mais mon fils, lui, au lieu de taper dans le col, il tapait dans le sacrum, quoi, dans les fesses. C'est pour ça que c'était hyper douloureux. Et en plus de ça, il s'avère qu'il avait une circulaire, il avait le cordon autour du cou, quand il l'a senti en fait, le sage-femme, quand il m'a ausculté. Donc là, mon accouchement physio, il était foutu. Ouais. Parce que la gynéco est arrivée, parce qu'on m'a proposé tout le long, depuis 6h jusqu'à 14h, 7h jusqu'à 14h, la péri, tout ça que j'avais refusé. Et là, la gynéco est arrivée et on m'a dit, en fait, pour que votre bébé fasse 180 degrés, il faut se mettre dans une position où avec des contractions, c'est ingérable en fait. Donc il fallait que je me mette
allongé sur le côté droit, la jambe surélevée, Ouais. pour qu'en fait, il arrive à tourner. Ah ben là, non, c'était pas possible pour moi de me dire j'étais à 5 je crois, de dilatation de col. Mon bébé faisait des bradycardies sur mes contractions, il devait rester là tout le temps monitoré, donc sans péridurale, c'était ingérable. Donc là, ok, go pour la péri. Donc j'étais pas du tout dégoûtée, hein, c'est comme ça, c'était pas prévu. Donc là, on me retransfère en salle nature, parce qu'il faut savoir que la salle nature, l'hôpital où j'étais, il y a une table, une table médicalisée où on peut faire une péridurale, où l'anesthésiste peut venir. Donc l'anesthésiste est venu, c'était un bon anesthésiste, franchement, chapeau. La péridurale, je n'ai rien senti. Pourtant, il a eu du mal à me piquer. Donc franchement, pour ça, si quelqu'un a peur des aiguilles, sur les contractions, la péridurale à côté, c'est... pour ma part, ça a été du pipi de chat. On nous a déjà raconté ça. Ouais. Il y a des invités qui nous ont dit, moi Ouais. j'avais la phobie des piqûres et je Ouais. pensais, et en fait, le jour J, tu parles. J'ai pas la phobie des piqûres, mais par contre, la péridurale, elle est passée comme une lettre à la poste, et pourtant, il a du mal à me piquer. Je crois qu'il s'est repris 3 ou 4 fois. Parce qu'en plus, il était super, il attendait, après c'est mon expérience, mais il attendait que, quand j'avais une contraction, il attendait, il me demandait à quel moment la contraction s'arrêtait pour pouvoir regarder, réessayer, très à l'écoute, très empathique, pas à me presser, vraiment, ça a été une très belle expérience, la pose de péridurale. Et surtout, ça a été très bien dosé. Parce que assez pour que je finisse mon accouchement de manière superbe. Donc en fait, donc il me pose la péri, il me semble c'est 16 heures. Et là, du répit. Du répit. Donc là, je suis sur une table, j'ai le monito, bien sûr j'ai la perfusion. Donc je suis sur le côté droit, la jambe surélevée. Donc au départ, la péridurale, je n'ai plus de sensation ni motrice ni sensitive, donc je peux plus bouger et je ne sens plus. Tu te pèses, tu sens rien. Au bout de, je crois, juste après, la péri, de nouveau sur les contractions, donc je les sentais plus, mais par contre, je voyais le monito à côté. Bon, ça, c'est quand on est du milieu, c'est pas, c'est bien, mais pas bien, je sais pas. Et du coup, c'est face à toi? En fait, j'étais donc sur une table et j'avais le monito sur le côté, comme ça, à droite. Donc, je pouvais le voir. Oui, il le tourne pas, quoi, il le laisse. Non, après, pour ma part, je pouvais le regarder, en tout cas. Ouais. Paul, bien sûr, j'ai oublié de dire, a été présent tout le long, même le temps de la pose de la péridurale. Ouais. Parce que je sais que ça peut arriver que les anesthésistes fassent sortir les compagnons, les futurs papas. Moi, ça n'a pas été le cas, il est resté. Donc ça, c'était super aussi, de pouvoir être présent, être épaulé le temps d'un acte un peu invasif et de rester auprès de moi. Donc ça a été super. Et je sais plus, je crois, même pas une demi-heure après que la pose de péri se fait, de nouveau, mon fils fait des grosses bradycardies sur les contractions. Est-ce que tu peux définir ce que c'est pour ceux qui... Une bradycardie, c'est le rythme du cœur du bébé qui chute en fait, qui ralentit. C'est un signe d'alerte. Il peut faire un arrêt cardiaque ou ça peut être grave. Il est en détresse, quoi. Il est en détresse. Après, les bradycardies, elles étaient que liées à mes contractions et il récupérait ensuite son rythme normal à la fin de la contraction. Et ce que m'expliquait le sage-femme, c'est qu'on aurait pu, ça aurait pu être partir en césarienne, imaginons, s'il restait bradycarde. Après, ils ont plein de protocoles qui font que on est. Là, il récupérait bien. Il récupérait, ouais. Après, il a récupéré, oui et non, parce que donc ils m'ont injecté un médicament pour arrêter les contractions, parce que justement les bradycardies étaient de plus en plus fréquentes et ils récupéraient de moins en moins bien. Donc ils m'ont injecté un produit qui arrête les contractions. Faut savoir que ce produit, moi, ça m'a fait accélérer le cœur de façon, je suis passée de 70, je crois, à 130 ou 140. Oui. Donc là, j'ai eu une énorme bouffée d'angoisse, de me dire, je vais perdre mon bébé, ça y est. Ouais, j'imagine. En plus, le cœur qui s'accélère à cause du médicament, le bébé qui va pas bien parce que son cœur ralentit. Enfin, j'imagine qu'on t'a demandé ton avis, mais est-ce qu'on t'avait informé de ce que ça allait avoir comme impact sur ton corps? Je sais pas si on dit de la tachycardie, mais en tout cas, l'accélération de ton rythme cardiaque. Franchement, je sais plus sur le moment. Okay. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas sur le moment. On t'avait dit que c'était pour stopper les contractions. Oui, par contre, on m'a dit qu'on allait m'injecter le produit.
Mais je sais plus si on m'a dit les effets indésirables que ça allait pouvoir entraîner sur moi. Mais en tout cas, on m'a dit qu'on allait m'injecter parce que on m'a expliqué tout au long, bien sûr, tout au long, on m'a expliqué, son cœur ralentit, il faut qu'on arrête les contractions pour qu'il se repose. Et là, donc c'était parti. Ils m'ont posé de l'ocytocine pour, en fait, c'est plus mon corps qui gérait quoi. C'était ils géraient l'ocytocine, ils arrêtaient les contractions en fonction de sa fréquence cardiaque à lui, à mon fils. Donc gros moment de panique là à ce moment-là où je me dis je perds totalement pied, je vais perdre mon bébé, je vais mourir, et puis je me suis ressaisie toute seule en me disant attends, c'est bon, ça va, t'es pas bien mais ça va aller, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à me ressaisir. C'est pas le préparation. Ouais, certainement, je me suis dit, c'est pas le moment que tu craques, c'est non, il faut pas, t'as peur, c'est normal mais il faut pas. Donc je me suis ressaisie. Ça rentrait un petit peu dans l'ordre, là, ces problèmes de fréquence cardiaque. Donc ça, c'était entre 16h30, 16h et 18h, je sais plus. À 18h, le sage-femme revient me voir pour refaire un contrôle. Je suis passée de 5 à 10. Mon fils est retourné. Bonne nouvelle. Ouais. En 2h, 2h30 de temps, c'était réglé, l'histoire. Mais la circulaire... Et la circulaire, par contre... Oui, toujours. Ouais. Et donc, bien sûr, Paul, toujours avec moi. Et là, je sens de plus en plus, donc là, vraiment 2 heures de panique entre tout, mais de répit concernant la douleur, personnellement. Et là, 18h30, de nouveau, je sens que je peux bouger mes jambes. Je me pince, je sens que je me pince, tout qui revient. Et les contractions, je les ressens de nouveau. Et là, je me dis, c'est cool. Oui, parce que j'ai eu... c'est cool parce que je suis à 10, il s'est retourné. Ça va mieux au niveau des contractions, de sa fréquence cardiaque. Je ressens des choses en moi. Et je me dis, trop chouette pour l'accouchement. Peut-être que je vais avoir tout ce que j'aurais aimé avoir sur un accouchement physio, même si je pouvais pas bouger, même si je pouvais pas être libre de mon corps, entre guillemets. Et 18h30, de nouveau, c'est reparti. Des grosses contractions. J'ai senti venir, je sentais la vague, hop, ça allait monter, ça redescendait, c'était de plus en plus rapproché, et là, au bout d'un moment, je dis à Paul, ça pousse dans les fesses. Là, je sens que ça pousse. Je lui dis, la prochaine contraction, appelle le sage-femme, et dis-lui de venir parce que je vais pousser, en fait. C'est toi qui l'attrapes, c'est la sage-femme. Ah ouais, c'était fou. Et donc, en plus, je crois qu'ils finissaient leur garde, parce qu'ils sont en 12 heures dans ces eaux-là. Je crois que c'était 19h, 19h15. Il l'appelle à 19h et effectivement, il vient, il m'ausculte. Et effectivement, il me dit, on peut essayer parce que il est là, quoi. Et donc là, ça a été magique parce que j'ai tout ressenti. Alors, vu que je pense que la péri marchait encore, je pense pas avoir autant ressenti que si j'avais pas de péri, mais j'ai senti son trajet, je sentais quand sur la poussée. Que quand tu disais que t'étais mais vraiment, je sentais descendre, remonter sur quand j'arrêtais de pousser, redescendre. Un moment, le sage-femme m'a fait il me dit, tiens, regarde, mets ta main là, touche. Je mets ma main, je sens ses cheveux, super. Et vraiment, ah ouais, ça motive. Et puis de te sentir, je savais, en plus, il est là, quoi. Et le sage-femme, il a été super, parce que il appuyait, il me dit, il faut que tu pousses à cet endroit-là. Il appuyait fort à un endroit. Je savais, en fait, je me visualisais dans mon corps et je savais qu'il fallait que je pousse là, que je donne tout. Et du coup, donc je poussais tout, j'ai tout donné. Je sais pas comment tu peux tout donner à ce moment-là, mais je sais pas, il y a une force, un truc qui... À l'accouchement, quoi. Ouais, tu donnes tout. Et en 15 minutes, il est né. Ouais. J'ai eu l'impression, sur 3-4 poussées, c'était terminé, quoi. Et donc pareil, là, j'ai senti sa tête sortir. J'ai eu l'impression de m'ouvrir comme une fleur. C'était fou. De mon corps, de sentir, de tout ressentir, c'était magnifique. Et pareil, le sage-femme me dit tends tes mains, tends tes bras. Et en fait, c'était sur la dernière poussée, et vu que je donnais tout, forcément, on est concentré, on ferme les yeux, et puis on force, quoi. On force comme une malade. Et donc, j'ai les yeux fermés, et j'ai tendu mes bras. Et en fait, il m'a mis mes bras sous ses épaules à mon fils, et instinctivement, je l'ai pris. Donc, je l'ai sorti. Sauf que moi, j'avais oublié qu'il avait un cordon autour du cou, quoi. Ça a bloqué. Ah oui, attends. Et là, j'ai rouvert les yeux, j'ai vu ce qui se passait. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est fou le réflexe de la mère à vouloir le mettre sur le ventre. Mais oui, c'était, je le prends, c'est l'avenir. C'est le mien. Et j'ai pris, le sage-femme a pris le cordon en même temps que moi, tous les deux on l'a enlevé et je l'ai pris contre moi.
Et c'était, et voilà. Il était né. Et puis là, on contrôle plus rien, quoi, parce que il est là, et tu te dis, punaise, mais c'était ça qu'il y avait dans mon ventre pendant 9 mois, c'est incroyable, c'est la rencontre, ouais. Après, j'étais plus sidérée, j'ai eu un moment de sidération, en fait, quand il est né, où ça y est, c'est concret, quoi. Ouais. Il est là. J'ai créé on a créé cet être humain, et il est là, il est vivant, il est présent. J'ai eu un moment de sidération où j'étais heureuse, mais j'étais estomaquée, j'étais sidérée, vraiment. Il était quelle heure Là, il était 19h, quand il est né, il était, 19h50. Bon, il est né, il a eu du mal il avait le cordon autour du cou, il a eu du mal à respirer, il avait des glaires. Après, voilà, là où je suis très contente, c'est qu'ils ont pas trop médicalisé de suite. Je sais qu'il peut y avoir des structures où ils se jettent sur l'enfant, ils vont l'aspirer de suite parce qu'il a du mal à respirer. Moi, ils l'ont frictionné, ils l'ont bien réveillé pour qu'il le fasse tout seul et pour éviter quand même, après c'est traumatique quand même, un nouveau-né, lui mettre une sonde pour l'aspirer, c'est quand même pas fou. Et donc vraiment, même si ça a été bien médicalisé parce qu'il le fallait. Moi, je l'ai pas fait dans l'urgence, quoi. Non. Et puis après, ils nous ont... Non, mais même tout le long, ils ont respecté... Chaque acte a été assez réfléchi, justement. Comme tu dis, ils ont d'abord essayé d'autres alternatives. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été systématique, quoi. Il a du mal à respirer, vite, on s'excite, on a peur, on le prend, on va l'aspirer. Non, on le frictionne, ça a mis un peu de temps avant qu'il commence à crier, mais ils l'ont laissé faire, quoi. Et là, j'en suis reconnaissante parce que après, on a pu faire du coup le pot à pot. Le clampage tardif, j'ai pas pu parce que justement, il avait un cordon autour du cou, tout ça, il y a quand même des protocoles. Donc mon compagnon a pu couper quand même le cordon, mais ça n'a pas été tardif. Oui, du coup, il est né et en fait, il faut savoir que mon fils, on n'avait pas son prénom. On n'avait pas son prénom quand il est né, on avait 2 choix, de préférence, mais on savait pas comment l'appeler en fait. Et c'est drôle parce que on avait choisi Marceau ou Noé, et on s'est dit on verra quand il va naître. Et alors du coup il est né, des sages-femmes, l'équipe nous demande alors comment il s'appelle ce petit garçon, on sait pas, donc tout le monde rigole. Et puis du coup je regarde mon fils, je lui dis tu veux t'appeler comment Marceau? Et il pleure. Bon d'accord, et tu veux t'appeler Noé? Il arrête de pleurer. Bon ok très bien, ça sera Noé. Voilà. Trop mignon. Ouais, non. Je crois que c'est l'autonomie qui a aidé à cette réponse. Je sais pas. En tout cas, c'était de l'autonomie qui l'a aidé à se tourner, à suivre le chemin. Oui, du coup, j'allais y venir parce que tu parles de Paul, tu parles de ton compagnon à plusieurs reprises, mais tu nous as pas mentionné particulièrement s'il avait eu des gestes, parce que vous avez fait l'autonomie et il y a une place qui est donnée aussi au papa dans l'autonomie. En quoi il avait pu t'aider de manière parallèle aux équipes médicales tout au long de l'accouchement, que ce soit même à la maison par exemple au début, puis après quand vous avez été transférés, il faisait quoi pour toi? Alors faut savoir qu'on s'est préparés tous les deux à mon accouchement et moi je me connais et je lui avais dit Paul, il faut vraiment que quand le jour J, je pense que faudra que tu sois très succinct parce que je vais être concentrée et je vais pas pouvoir te gérer toi. Enfin voilà, je lui avais expliqué que ça va être le moment où il faudra qu'il soit là pour moi et que me demander si je veux manger telle chose ou telle chose, non. Donne-moi un gâteau, propose-moi un gâteau, je le prendrai si j'ai faim, mais voilà, j'avais été un peu brute quand même sur le moment. Mais du coup, ça a été super. Paul, il a été super tout le long de l'accouchement, que ce soit à la maison. Il a essayé de m'aider comme il pouvait, mais après, c'est vrai que je me suis mis, moi, dans ma bulle. Et je m'étais renfermée sur moi-même, entre guillemets, pour me concentrer. Et Paul était présent et était là si j'avais besoin, en fait. Et il a été beaucoup présent aussi à l'hôpital quand j'avais de très grosses contractions où j'avais besoin de me suspendre. Et donc je me suspendais à lui, il me proposait à manger, il me proposait à boire. Tu pouvais boire et manger du coup? Ouais. Parce que des fois à l'hôpital c'est pas toujours le cas. Oui, je pouvais boire et manger. Par contre, arrivé une certaine heure, je n'avais plus faim. Oui, j'avais plus soif. Donc au début, la matinée, je pouvais boire et manger. Et après, dans tous les cas, même si je pouvais pas, je n'avais plus faim ni soif. Mais Paul a été très présent et m'a aidé en fait à trouver les positions, à m'appuyer dans le dos. Dès que je lui demandais quelque chose, il était présent et il m'aidait en fait. Mais même pendant l'accouchement, il a été là
à m'encourager, mais pas trop, pas en faire trop. Enfin, vraiment, ça a été très bien. Assez pour m'encourager, assez pour me sentir sa présence et qu'il était là pour moi, mais pas non plus trop pour que ça puisse m'agacer ou... Non, franchement, mon compagnon a été top. Rien à dire. Tant mieux. Oui. En quoi la relation que tu avais construite notamment avec tes 2 sages-femmes dont tu nous parlais plus tôt t'a aidé pour cet accouchement? Qu'est-ce que tu sens que tu es allé chercher des préparations qu'elles ont pu te proposer durant l'accouchement? Alors, il faut savoir que ça soit surtout en lien avec l'autonomie, mais même mon autre sage-femme, je fais confiance à mon corps et à mon bébé, en fait. Donc, c'est ce que j'ai gardé. Et durant l'accouchement... sur le travail, même à la maison et même à la maternité, je fais confiance à mon bébé. Et donc, quand j'ai su que il était dans le mauvais sens, c'est bon, ok, il va se retourner. C'est faire, c'est... Et puis, alors, entre tout, je me rappelle pas, mais on a certainement dû essayer de l'aider avec nos mains en faisant... Enfin, parce que bon, on se rappelle pas de tout, là. Donc, on est dans ce genre de situation. Mais c'était surtout, je lui fais confiance et je me fais confiance et puis ça va bien se passer. Donc, en fait, c'était surtout ça, quoi. Toute la préparation, c'était je me fais confiance et je fais confiance à mon bébé. Donc, à partir du moment où je pense qu'on a cette vision-là, même s'il peut y avoir des difficultés, comme moi, même si ça n'a pas été grave, ça nous a fait peur, mais ça n'a pas été grave. C'était je fais confiance à mon bébé et puis je fais confiance si vraiment là ça devient trop difficile et trop à risque, je fais confiance à l'équipe médicale et puis voilà. Un peu plus tôt dans le récit, tu nous as parlé du fait que tu avais écrit un projet d'accouchement. On se demandait comment tu l'avais monté. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait seul, en couple, avec les sages-femmes? Enfin, comment t'avais monté ce projet d'accouchement? Alors, je l'ai fait en partie seule. J'ai demandé l'avis de mon compagnon, bien sûr. Après, il était d'accord avec moi pour le projet physio. Mais après, tout ce qui était est-ce que tu veux couper le cordon si jamais, imaginons, on doit me pratiquer, faire une césarienne pour le pot à pot avec toi. Il y avait plein de choses comme ça où on s'est mis d'accord pour que le noter. Tout ce qui était pas de soins non vitaux entre la naissance de mon fils et parce qu'il faut savoir que quand on accouche en maternité, ils nous gardent en surveillance 2 heures en salle d'accouchement. Et donc pendant ces 2 heures-là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications, on reste papa, bébé et moi dans cette salle. Et c'est pas obligatoire que de suite, juste après l'accouchement, ils prennent le bébé et qu'ils aillent le peser, le mesurer, machin. Donc j'avais noté moi sur mon projet de naissance que si pas de risque vital, qu'on nous laisse les 2 heures en fait en pot à pot. Donc savoir s'il était d'accord avec ça, il était d'accord. Bon bref, donc tout ça je l'avais noté. Pareil, l'injection d'ocytocine, ce que je m'étais dit, qu'on injecte de l'ocytocine là lorsqu'on accouche pour le passage du bébé en fait. Je m'étais dit, j'ai pas forcément envie qu'on m'injecte de l'ocytocine parce que bon, je vais en créer en fait. Mon corps est fait pour ça, donc ça m'embête qu'on m'injecte un produit alors qu'on est fait pour ça. Et donc ça, j'en avais parlé à ma sage-femme dans l'hôpital, je l'avais montré tout le projet de naissance qu'on avait monté avec mon compagnon quand même. Et il y a certains points où je pouvais pas, c'était obligatoire. La pose de perfusion, l'injection d'ocytocine, c'est obligatoire. Ça, c'est les protocoles, c'est comme ça. Mais après tout le reste, c'était possible. Ouais, ça a été validé. En amont, du coup, t'as fait un rendez-vous et... C'est obligatoire même dans le cadre d'une salle nature? Ouais. Ok. Ouais. Si par exemple, j'aurais eu un accouchement physio, ils m'auraient quand même injecté de l'ocytocine au passage du bébé. Ouais. Au passage des épaules. Ouais. Ok. En fait, c'est pour faire l'ocytocine, c'est pour... dès qu'il y a les épaules qui sortent du bébé, ils injectent l'ocytocine, c'est pour faire évacuer le placenta. Ouais, c'est pour éviter l'hémorragie de la délivrance. Ouais, voilà. Parce que moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait ce processus-là pour l'hémorragie de la délivrance. Mais du coup, je savais pas que ça correspondait au passage du bébé. Je pensais que c'était après la naissance. Oui, non. Moi aussi, je crois qu'ils l'ont injecté après la naissance. Ça marche. Okay. Après, ils peuvent l'injecter, mais ce qu'ils disent, c'est au passage des épaules. Enfin, voilà. Oui, c'est le plus rapidement possible juste après la naissance du bébé. Mais logiquement, c'est au passage des épaules, il faut injecter. Ok. Après, le sage-femme, il peut pas être et en train d'accoucher et en train d'injecter, donc... Oui. Non, mais c'est pour mieux saisir le moment. Je m'étais figuré que c'était plus tardif. Ouais, moi aussi. Est-ce que t'as le sentiment, de manière globale, qu'il a été respecté à la hauteur de ce que t'avais imaginé, en tout cas? Oui. Ouais.
c'est cool. Ouais. Ouais. Oui, d'ailleurs, je trouve que ça s'est assez entendu dans ton récit. Ouais. Ce respect même en général, je trouve, de tout ton parcours. En tout cas, c'est chouette. Tu as parlé là du fait que tu avais demandé s'il n'y avait pas de besoins vitaux, ni pour toi, ni pour bébé, de vous laisser pendant les 2 heures après la naissance tranquillement tous les 3. Il y a un moment donné où malgré tout, il y a les quelques soins qui sont faits pour savoir, toi, comment tu vas au niveau de ton col, de ton vagin, etc. Et aussi au niveau de bébé. Il y a la pesée quand même, éventuellement un petit nettoyage ou quoi. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce moment de soins pour toi et bébé? Où est-ce qu'il a eu lieu? Est-ce que finalement c'était dans la pièce où il y a eu ces 2 heures de répit? Et est-ce que tu as pu rester à proximité de ton bébé ou éventuellement si ton bébé a été déplacé, est-ce que ton conjoint a pu suivre? Alors, il a été respecté. Moi, ce que je voulais, c'était ne pas être séparée de mon bébé à sa naissance. Parce que je disais, il vient de naître, tout va bien, il n'y a pas besoin qu'il y ait des mains inconnues, entre guillemets, qui le touchent. Me concernant, allez-y, il n'y a pas de problème. Me concernant, je n'avais pas de problématique en fait. J'étais pas gênée à ce qu'il y ait des soignants présents, parce que j'ai eu des points de suture, j'ai voilà le placenta, tout ça. Mais j'ai eu aucun problème à ce que les soignants restent avec nous le temps, ce temps-là, le temps qu'on s'occupe de moi du moins. Donc ça, je l'avais pas stipulé dans mon projet de naissance que je voulais pas qu'on me touche à moi. J'avais demandé à ce que les soins non vitaux pour mon bébé soient faits le plus tardivement possible. Ok. Donc moi, on s'occupait de moi, très bien. Et ensuite, à partir du moment où Noé est né, en fait, je l'ai gardé en peau à peau, à part au début, là où il a fallu le frictionner rapidement pour qu'il respire, Oui, etc. Mais après, ça a été clairement respecté. Il n'a pas été pesé ni mesuré de suite, ni nettoyé. C'est juste qu'on lui a changé son petit bonnet parce qu'il avait plein de sang au début et voilà le bonnet qu'ils ont à la mater là avant qu'on l'habille et tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est pas passé 2 heures, mais disons bien 1 heure où on nous a laissé tranquille quoi. Donc de suite le pot à pot, le papa aussi le pot à pot, la tétée de bienvenue, génial quoi. Ils l'ont pas pris de suite alors qu'il n'y avait pas nécessité pour aller le peser, lui donner vitamines, machin. Ça a été fait plus tard, quoi. Et ça se fait dans une autre pièce? Non, c'était la même pièce. C'était à côté d'eux. Okay. Et du coup, papa a pu aller avec l'auxiliaire de Pierre, je crois, qui l'a pris. Papa a pu y aller et... Parce qu'elle l'habille ensuite... Le bébé, il a toujours été avec quelqu'un, un des parents. Ah oui. Ah oui. Moi, c'est chouette. Donc après ce moment privilégié qui a été respecté, où on a pris soin de toi, où on a pris soin de bébé, etc., il y a en maternité le séjour. Est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps vous êtes restés et comment s'est déroulé un petit peu ce séjour? Alors moi pour la maternité, j'avais pas de requête particulière parce que c'était un peu l'inconnu. Moi, je m'étais focalisée sur l'accouchement et après on verra. Oui, il faut savoir que je voulais allaiter. Ça c'est pareil, c'est comme l'accouchement physiologique. Je voulais un accouchement physiologique, mais s'il y avait un problème, ok, pas de problème, on suit. Pareil pour l'allaitement, je m'étais renseignée, je m'étais préparée, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc du coup, je m'étais pas vraiment renseignée sur comment allait se passer le séjour en maternité. Je sais qu'on y reste entre 2 et 4 jours en fonction de si tout va bien. Et j'ai adoré mon séjour à la maternité. Donc là encore, c'était période post-Covid l'année dernière, donc les visites, elles étaient pas tolérées, à part, je crois, la famille proche. Mais nous, on avait préféré rester que tous les 3, en fait, avec mon compagnon, à la maternité. Pas recevoir de visite, en fait. Donc ça a été, on est resté 3 jours je du temps. Vraiment, on s'occupait super bien de nous. Moi, j'ai eu un accouchement facile, on va dire, pour ma part. J'ai eu quelques points. La péridurale, je suis remontée en chambre, je me suis douchée juste après avoir accouché, ça a été super. Donc, j'ai pas eu de grosses complications, on va dire, liées à mon accouchement, à part, bien sûr, ce qu'on peut connaître, les hémorroïdes, voilà, les points, tout ce qu'on a en bas du corps qu'on ne reconnaît plus et qu'on ne sait pas trop comment s'asseoir et comment se mobiliser et mais bon, voilà. Mis à part ça, je n'avais pas de douleur. Je n'avais pas de problème en particulier, j'étais pas spécialement fatiguée, mon bébé ça a été un petit glouton, tellement il a tété que j'ai eu la montée de lait je crois le lendemain, j'ai accouché un samedi soir, j'ai eu la montée de lait le lundi, et tout le monde était choqué dans le service, donc j'ai pas eu de soucis au niveau de l'allaitement, ça c'est super, franchement...
Du coup, l'équipe, elles sont venues me conseiller sur, parce que je demandais quand même, enfin, quand elles venaient me voir, je leur demandais est-ce que je le tiens bien au niveau de la position. Voilà, elles m'ont conseillé surtout sur les positions, sur l'allaitement. Et puis après, vu que ça allait, j'ai pas du tout été embêtée. Le tour du matin, on dormait, elle venait me prendre une tension, la sage-femme venait me vérifier une fois tous les jours comment ça allait au niveau de mes points et tout ça, au niveau de douleur, mais sinon le reste du temps, franchement, c'était super parce que ils étaient là en support en fait, plus que dans je me suis pas du tout trouvée dans C'était pas invasif. pas du tout, Ok. pas du tout. Ah ouais. Et même parce que je savais pas trop, c'est vrai que vu que je l'allaitais, que bon, mais on est fatigué après un accouchement quand même, hein, donc à la maternité, donc on a une chambre seule. Moi j'ai un lit pour moi, il y a une espèce de berceau, petit berceau, mais plus en hauteur, c'est pas un cododo, il est en hauteur le berceau pour le bébé, et il y a un lit d'appoint pour le mari, le compagnon. Ce qui est super, c'est que mon copain a pu rester tout le long avec moi. Mais du coup, vu que j'allaitais, que j'étais fatiguée et que ben moi je gardais mon bébé dans mon lit en fait, je dormais avec lui. Et on m'a jamais fait de remarques, on m'a jamais rien dit, on m'a C'est trop bien ça. Ouais, enfin ça c'est après il était en sécurité, elle venait voir, enfin Oui, bien sûr. mais et puis je demandais, j'avais peur moi de lui faire mal, de l'étouffer. Eux, ce qui leur importait, c'était qu'ils mangent bien, qu'ils prennent du poids et que tout le monde se repose. Donc franchement, je n'ai rien à dire, ça a été super. 3 jours formidables. En plus, on n'a pas à s'inquiéter de quoi faire à manger. On a les plateaux repas, le petit déjeuner. En plus, ce qui est chouette à la maternité, c'est qu'il y a une petite salle à côté pour les mamans et leurs familles, hein, où on a des frigos où on peut mettre de la nourriture à nous, on peut se servir du café, du thé, puis on peut sortir. Une petite cuisine, quoi. Ouais, une petite cuisine. Donc, non, vraiment, trop bien, la maternité. Rien à dire. Ouais, Ça fait plaisir à entendre. ouais. Et à un moment donné, vous avez fini quand même par sortir de la maternité. Oui. Il fallait bien. Et... on était bien dans la maternité. Apparemment, ouais. Il y a un moment donné où votre maison vous a appelé, ou en tout cas peut-être les 2 chats et le chien, ils avaient peut-être Oui. besoin aussi de vous. Oui, oui. Vous êtes fini par rentrer. Comment ça s'est passé cet atterrissage, et aussi comment s'est passé ton suivi postpartum pour toi et pour bébé au niveau de l'accompagnement? Est-ce que ça s'est fait à domicile? Est-ce que tu es retourné voir la sage-femme qui avait fait ton suivi de grossesse, ou comment ça s'est goupillé tout ça? Alors, le retour à la maison, c'était 3 jours après, je crois. On est rentré le mardi. Oui, c'est ça. Mardi soir. J'ai accouché samedi soir dans la nuit, donc ça me fait dimanche, lundi, mardi, parce qu'ils font le test Guthrie, là, Oui. pour toutes les maladies, tout ça. Ils l'ont fait un peu tôt pour qu'on puisse rentrer dans l'après-midi, en fait. Et le soir, on est rentrés, les parents de Paul, Denis et Nancy, gardaient notre chien, et ils étaient très impatients de rencontrer Noé. Et nous, vu qu'on était bien, on leur a dit, venez, on mange ensemble, en fait. Donc on est rentrés, et ils sont venus, quelques heures après, je crois, à la maison rencontrer notre fils. Donc, Avec le repas. ils sont venus avec le repas, ouais, super sympa, ça c'est clair. Du coup, première soirée, en famille, avec rentrer à 3, ça fait bizarre quand même. C'est bizarre, mais c'est normal. C'est Ouais, normal, c'est ça. je sais pas, c'est... Il y a quelque chose de naturel. Ouais, voilà. Donc, pas spécialement déroutée par ce retour à la maison. Puis voilà, vu qu'il y avait les beaux-parents à la maison aussi, la rencontre, puis on venait de passer quand même, j'avais passé un super accouchement, les 3 jours à la maternité, Noé qui mangeait bien, enfin tout se passait bien, donc en fait j'avais pas de lieu d'être inquiète en fait, donc du coup je pense que tout cet environnement fait que j'étais sereine, et donc tout s'est bien goupillé en fait. Et pour la sage-femme, c'est ma sage-femme donc qui m'a suivie pour l'autonomie, qui est venue me faire qui est venue à la maison. Elle est venue 2 jours. Alors j'avais peur quand même, je me disais est-ce que je vais bien m'en sortir, enfin voilà, pour Noé. Et donc je l'ai rassurée clairement qu'elle vienne. Au moins pour avoir son avis, pour voir qu'elle voit que ça se passe bien, d'avoir ses conseils, et surtout le poids, parce que c'est ce qui m'inquiétait, est-ce qu'il prend du poids, parce que quand on allait, même si il est bien rosé, il est tonique, il fait bien pipi, logiquement c'est qu'il mange bien, mais c'est pas comme un biberon, on peut pas savoir combien il prend. Donc ça me rassurait quand même qu'elle vienne et qu'elle me dise que tout aille bien. Donc pareil, le postpartum avec ma sage-femme, là c'est la première, je crois qu'elle vient pendant 15 jours, un mois, je sais plus. Elle est venue 3 fois. Oui c'est ça, elle est venue 2 jours après l'accouchement.
Et la semaine d'après, elle est venue 2 fois. Je t'ai rassurée. Après, c'est vrai que quand elle est plus la dernière fois, je me disais, oula, j'avais l'impression d'être un peu démunie parce que c'était un repère, en fait. Mais ça s'est bien passé ensuite, donc voilà. Mais elle est venue à la maison. Moi, je me suis pas déplacée. Et on sait aussi que quand on fait de l'aptonomie, alors c'est pas le cas de tous les aptonomes, mais il y a aussi l'aptonomie postnatale. Est-ce que ça a été votre cas? Parce que finalement, vu que tu dis que c'est la sage-femme avec qui vous avez eu cette pratique, j'imagine que si elle le fait, elle vous l'a proposé, même si tu as eu cette perte de repère dans le suivi postpartum où tu t'es dit bah je vais me retrouver un peu seule face à ça, c'est peut-être aussi rassurant si elle le pratique en tout cas, de te dire que tu as ces rendez-vous avec elle. Alors oui, elle pratique l'autonomie postpartum et on l'a fait. Et effectivement, ça m'a rassurée de me dire, bon, elle m'a vu, enfin, elle nous a suivi là le temps de rentrer de la maternité, mais je la revoyais, je crois, c'était à 3 mois, 6, 9, 12. C'est un truc comme ça. 3, 6, 9 et la marche. Ouais, c'est ça. Donc c'était à 3 mois que je l'ai revue et ça me rassurait parce que bon, ben il y avait les vacances, voilà, et ça me rassurait de me dire je la revois. Voilà, au niveau du positionnement, même pour lui, pour après, pour toute sa motricité, parce que l'autonomie c'est ça aussi, hein, c'est l'aider à trouver sa façon d'être dans ce monde. Et donc du coup, c'était chouette d'avoir aussi cette vision-là à sa naissance, de savoir comment le tenir, comment l'aider à se tourner, comment l'inviter à faire toutes ces choses, hein, et c'était cool. Donc du coup, on a essayé après à la maison de pratiquer, et donc voilà. Ouais, mais je dois la revoir là bientôt, parce que je pense que mon fils va plus trop tarder à marcher. Oui, j'allais dire, s'il a bientôt 1 an, tu vas bientôt avoir la dernière séance. Oui, oui, on est à fond là. Est-ce que tu as pu revenir sur ton accouchement, que ce soit pendant ton séjour de maternité, ou justement lors d'une des séances avec la sage-femme avec qui tu faisais l'autonomie, soit pour clarifier certaines choses, parce que comme tu le disais tout à l'heure, des fois dans le vécu de l'accouchement, il y a des choses qui sont pas très claires, et puis on est pris dans des émotions et des hormones qui bouleversent un petit peu notre perception des choses ou notre compréhension des fois de certaines choses. Est-ce que tu as eu ce besoin? Est-ce que peut-être on te l'a proposé aussi? Ou est-ce que finalement, vu que comme tu dis que tu as eu un vécu plutôt facile, il n'y a pas eu particulièrement de débrief, on va dire, d'accouchement? Alors j'ai pas eu besoin de comme débrief de l'accouchement parce que bon là c'est il y a 1 an mais sur le moment je me rappelais exactement tout ce qui s'était passé, tout les heures, je savais exactement tout ce qui s'était passé et j'ai pas eu de point d'interrogation en fait à me dire oula là il y a eu un truc on m'a pas renseigné, je sais pas pourquoi on m'a fait ça et pourquoi on m'a fait ça. Non franchement pour moi tout a été pas de zone d'ombre. Non, pas de zone d'ombre du tout, donc j'ai pas eu besoin de débriefer, mais je sais que c'est possible. Si jamais ça peut arriver, je sais que ça peut être possible. Ouais. Et du coup, dans tout ça, on se demandait ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu cette salle nature à côté de chez toi. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette salle nature, à mon avis, ce qui changeait, c'était le bain, qu'il n'y aurait pas eu. Mais après, ça aurait rien changé à mon accouchement. Ouais. Oui, par rapport à maintenant que tu as le recul, mais dans les choix que tu aurais fait avant, tu penses que tu aurais... Non, ça aurait été... J'aurais monté mon projet physio, mais sans salle nature, quoi. Oui, parce que moi, personnellement, dans mon expérience, c'est vrai que la salle nature, je l'ai pas vraiment investi. En fait, j'ai pas pu trop l'investir. Donc, ça aurait pas changé dans le sens où c'était plus une préparation. Je vais me renseigner au maximum, je vais essayer au maximum de me préparer à accoucher de manière physiologique. Et comme ça, si ça peut bien se passer comme ça, c'est trop bien. J'aurais vécu ce que j'aurais aimé vivre. Et si ça se passe différemment, comme ça a été mon cas, c'est pas grave. J'aurais quand même eu tout ce processus-là avec. Oui, c'est symbolique, quoi. Ouais, c'est symbolique. T'avais tout fait comme tu voulais. En fait, ça dépendait plus de toi et de ta préparation personnelle que du lieu, en fait. C'est ça. Après, le lieu, ce qui changeait, c'était le fait de pouvoir accéder à un bain. Oui, c'est quelques outils en plus. Voilà, des outils en plus pour gérer les contractions. Au tout début de l'interview, tu nous disais pendant ta présentation que tu étais infirmière à l'hôpital où tu as accouché. Est-ce que tu penses que tu aurais aussi choisi ce projet d'accouchement et cet hôpital si tu n'avais pas travaillé dans cette structure, ou bien le fait de connaître un peu les lieux, ça t'a mis plus en confiance notamment? Franchement, non. Parce que il n'y a pas 36 possibilités, entre guillemets, pour accoucher là où j'habite.
C'est-à-dire, on n'est pas dans une grande ville où il y a plusieurs cliniques avec voilà, plusieurs prestations différentes, etc. Donc, non, ça change pas le fait que je travaille dans le... Après, ça change aussi dans le fait de connaître les lieux et de savoir comment ça se passe et d'être familière, en fait, avec ce milieu. Ça change. Ça ne change pas que j'aurais quand même accouché dans cet hôpital-là. Ouais. En partenariat avec l'hôpital dans lequel tu as accouché, il y a une maison de naissance. On voulait savoir quelles sont les différences notamment que tu as pu noter en amont et qui ont fait que la salle nature a été ton premier choix. Alors, vu que j'avais un projet physiologique, bien sûr que j'ai pensé à la maison de naissance. Cependant, comme j'ai eu une grossesse, j'ai déjà perdu un bébé, j'étais pas sereine en fait à être dans un lieu non médicalisé. Donc je voulais porter un projet d'un accouchement physiologique tout en ayant cette rassurance d'avoir le côté médicalisé et surveillance en fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré me tourner dans la maternité de l'hôpital où il y avait une salle nature. Alors, à côté de la maison de naissance, la salle nature, c'est une salle où il y a des ballons, un bain, des outils pour se suspendre, mais il y a aussi un lit médicalisé pour pouvoir accoucher de manière plus médicalisée. Donc, moi, je suis plutôt partie sur accoucher à l'hôpital pour me rassurer, mais apporter un projet plus physiologique, en fait. Une naissance physiologique. Ça a été le compromis. Ouais. Voilà. Après, à l'hôpital, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent pas qu'on peut pas ne pas faire. Pour la pose du cathéter, comme on disait, les injections, la surveillance, même à la maternité. Normalement, voilà, il faut 3 jours, le test Guthrie, même si ça peut se négocier aussi. Le test Guthrie peut se faire à la maison par une sage-femme. Il faut signer des charges, quoi. Mais c'est vrai que j'ai préféré partir sur un accouchement plutôt plus médicalisé, on va dire. En même temps, ça répondait à tes besoins et ça se comprend, quoi. Si c'est toi ce qui était ta zone de confort, comme tu le disais, je pense que c'est la meilleure option quand on va accoucher. Ouais, bien sûr. Je le dis toujours. Ah oui. Il vaut mieux accoucher serein. C'est un bon point de départ pour accoucher. J'en suis convaincu, ouais. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure, et avec tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une salle nature ? De mon expérience, ça n'a pas vraiment été une salle nature. C'est ça qui est délicat, c'est que j'ai pas pu profiter de tout ce qui pouvait être mis en place. Et même si j'avais pu en profiter, je peux pas témoigner là et dire est-ce qu'on aurait pu le mettre en place à ce moment-là, est-ce que l'équipe aurait pu le faire. Donc il y a des outils, on me l'a proposé, mais j'ai pas pu bénéficier de tout le reste. Donc elle est disponible, cette salle nature, elle est là pour ça et... T'as eu droit à un bain quand même. Oui, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Un bain d'une heure. Oui. Un bain d'une heure. Oui, Des airs froids à la fin. Mais voilà, la salle nature, ça reste quelque chose de très médicalisé. Forcément, on est dans un milieu médical. Donc, quand on parle nature, on s'attend à ce que déjà, il n'y a pas de table pour accoucher dedans. Enfin, moi, je pensais pas qu'on allait me poser la péri dans la salle nature. Enfin, après, c'est comme ça. Et puis, pour moi, ça a été très bien. Donc, c'était une nature médicalisée, Une nature tech. Nature tech. plus. Ouais. Mais qui a amené à un bel accouchement, finalement, c'est ce que tu Tant nous mieux pour dis. moi et tant mieux pour mon fils. Oui. Oui. Ouais, bah. Merci à toi pour tout cet échange et merci d'avoir accepté d'être notre invité pour cette thématique particulière. On espère que nos auditeurs et nos auditrices auront une idée un peu plus précise, peut-être un peu plus claire de ce qu'est une salle nature. On espère aussi que toutes les personnes ayant envie d'accoucher de manière physiologique auront pu trouver quand même un chemin, que ce soit entre ta préparation, l'autonomie dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et qui n'a pas, je pense, pris autant de place dans les épisodes qu'on avait fait auparavant. Et également toute cette confiance dont tu parles aussi t'a aidé à traverser tout cet accouchement. On espère que ça pourra aider des couples qui se préparent à accueillir leur enfant. Et pour terminer, avant de conclure complètement cet épisode, on va te poser la petite question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais une astuce, un petit tips, quelque chose qui toi t'a vraiment porté tout au long de ta grossesse ou le jour de ton accouchement, ou les deux, que tu aurais à conseiller à toutes les personnes qui se préparent à un accouchement physiologique? Une astuce. Ouais. Pose une colle là. Il y en a plusieurs. Ouais. Pendant mon accouchement, il y avait cette phrase qui revenait tout le temps. Vu que mon col n'arrivait pas à s'ouvrir, que c'était interminable,
je me disais, Coralie, bouche molle, col mou. Bouche molle, col mou. Donc, je gérais mes contractions sur mon ballon, comme ça, là, tout le temps. Et j'avais la bouche ouverte. En me disant, bouche molle, col mou. Comme si ça allait faire quelque chose. Donc ça, oui, il y a ça. Et pour l'accouchement, c'était la représentation visuelle des contractions. Quand on les sentait arriver, je me disais tout le temps, ça, c'était lié de l'hypnose que j'avais fait. La vague, que c'était une vague, et qu'à chaque fois que la vague elle montait, j'arrivais à son sommet et qu'elle allait redescendre, et que dans tous les cas, même si ça redescendait, elle allait revenir forcément, mais que ça allait repartir. Et donc je me représentais tout le temps cette vague visuellement quand la contraction arrivait, et que on sait qu'elle arrive, qu'on appréhende, mais que il faut se dire qu'à la fin, elle va passer la vague. Eh ben merci pour ces 2 astuces. On espère que ça servira à toutes les personnes qui auront écouté cet épisode et qui se préparent à un accouchement physiologique. Merci aussi de nous avoir fait confiance et d'être venu raconter tout ce parcours à notre micro. On te souhaite une très bonne continuation à toi, Paul, Noé, et une bonne séance d'autonomie dans pas très longtemps. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir reçu et d'avoir écouté mon expérience. Merci. À toi. Et à bientôt, Coralie. À bientôt, Coralie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.